Le train de 16h50 par Agatha Christie. Partie 5 du livre audio, chapitre 18. 1. Précédé des deux jeunes gens, Cradock franchit la porte de service, entrée que son escorte semblait préférer, et pour cause. Dans la cuisine, Lucie confectionnait un superbe gâteau. Appuyé contre un placard, Brian Eastley suivait ses mouvements avec toute la sollicitude d'un caniche fidèle. « Vous allez procéder à une enquête dans cette pièce même ?» demanda-t-il à l'inspecteur. « Pas exactement. Monsieur Cédric Krakenthorpe est-il visible ? » ?»« Certainement. Vous désirez lui parler ? » ?»« Quelques mots seulement. Je vais le chercher. »« Merci, » dit Lucie. « Si je n'avais pas les mains pleines de farine, je vous aurais évité ce dérangement. »« Que faites-vous donc ?» s'enquit Stoddart West. « Un flan aux pêches. »« Oh, quelle chance !» s'écria Alexander. « Va-t-on bientôt souper ? J'ai une faim atroce. » « Il reste 2 morceaux de tarte dans le petit buffet. » Les deux amis se précipitèrent. « De véritables sauterelles !» s'écria Lucie, tandis que, pourvus, les garçons se hâtaient vers le hall. « Toutes mes félicitations, dit alors Cradock. »« À propos de quoi ?» s'étonna Lucie. L'inspecteur montra le petit rouleau de papier noir qui contenait l'enveloppe. « Parfaite, votre mise en scène, assura-t-il. La jeune femme semblait surprise. « De quoi voulez-vous exactement parler ? » ?»« Mais de ceci. » Il sortit l'enveloppe en partie. Lucie la fixa sans paraître comprendre, puis interrogea Cradock du regard. À en juger par l'expression de son visage, l'inspecteur semblait pris d'un vertige. « Vous n'avez pas déposé ce rouleau dans le réduit de la chaufferie pour intriguer les garçons ? Répondez-moi vite. »« La chaufferie ? Certainement pas. Mais alors... » Cradock remit promptement le rouleau dans sa poche. Brian était de retour. « Mon beau-frère vous attend dans la bibliothèque, » dit-il. 2. Cédric Krakenthorpe parut enchanté de voir l'inspecteur. « Le limier s'acharne, » dit-il joyeusement. « Des progrès ? » « Je crois que nous avons fait un petit bout de chemin, monsieur Krakenthorpe. » « Auriez-vous identifié le cadavre ? » ?»« Rien de définitif jusqu'à présent, mais nous avons des indices. » »« Excellent, cela. Précisément, le progrès réalisé nous oblige à compléter certaines informations. C'est-à-dire à revenir sur les déclarations faites par votre famille. Je commence par vous. Une chance, je repars pour Ibiza dans un jour ou 2. Il me plairait de savoir où vous vous trouviez et ce que vous avez fait le vendredi 20 décembre. Cédric dévisagea l'inspecteur avant de s'appuyer contre la cheminée avec nonchalance et de se plonger apparemment dans ses souvenirs. « Eh bien, répondit-il enfin, j'étais à Ibiza et je vous l'ai déjà dit. L'ennui est que les journées là-bas se suivent et se ressemblent. Peinture le matin, sieste l'après-midi jusqu'à 17h, puis un peu de dessin si la lumière est favorable, et l'apéritif, soit avec le maire, soit avec le médecin du cru, mais toujours au café de la Piazza. Après un dîner rapide, je passe la plupart de mes soirées au bar Scotty, en compagnie de joyeux amis. Cela vous suffit-il ? Je préférerais connaître la vérité, monsieur Krakenthorpe. » Cédric eut un sursaut. « Une telle phrase est singulièrement déplacée, inspecteur. Croyez-vous ? Vous m'avez affirmé, en son temps, que votre départ d'Ibiza avait eu lieu le 21 décembre et que vous étiez arrivé en Angleterre le même jour. »« Exact. Oh, Emma !» Il avait aperçu sa sœur qui s'apprêtait à traverser la bibliothèque. Miss Krakenthorpe se retourna et jeta un regard interrogateur sur les deux hommes. « Emma, » reprit son frère, « suis-je bien arrivé ici le samedi précédant Noël et venant directement de l'aérodrome ? » « Samedi ? Certainement. Vous êtes arrivé à l'heure du lunch. »« Et voilà, » dit Cédric à l'inspecteur. «
Vous devez nous prendre pour des sots, monsieur Krakenthorpe, reprit Craddock, plutôt ironique. Ignorez-vous que nous avons des facilités de contrôle? Voulez-vous me montrer votre passeport? Un court silence, et la réponse fut plutôt inattendue. Je l'ai cherché toute la matinée, et impossible de mettre la main dessus. Je voulais l'envoyer chez Cox. Mon impression est que vous pourriez le trouver, mais cela n'est pas nécessaire en ce qui me concerne. Nous savons que vous êtes arrivé dans ce pays le soir du 19 décembre. Peut-être voudrez-vous maintenant me révéler ce que vous avez fait entre cette soirée et votre arrivée ici, à l'heure du lunch, le 21 décembre. Aucun doute, Cédric était furieux. Une vie d'enfer, voilà le résultat le plus clair d'un régime de bureaucrate. Impossible de voyager à sa guise, de s'arrêter quand bon vous semble, sans être soumis à la torture. Après tout, pourquoi toute cette histoire à propos du 20 décembre? C'est la date probable du crime. Évidemment, vous pouvez refuser de répondre, mais... Et qui refuse de répondre? Donnez aux gens le temps de se rafraîchir la mémoire, d'autant que, jusqu'ici, vous étiez assez vague à propos de cette date. Qu'avez-vous donc découvert? Craddock ne répondant pas, Cédric jeta un rapide regard dans la direction de sa sœur. « Je vous quitte », dit-elle aussitôt. Avant de fermer la porte sur elle, Emma se retourna brusquement. « L'affaire est sérieuse, Cédric. Si le 20 est vraiment la date du crime, vous devez donner à l'inspecteur l'emploi exact de votre temps. » Le temps de permettre à sa sœur de s'éloigner, et Cédric se décida à parler. « Oui, j'ai quitté Ibiza le 19, avec l'intention de faire escale à Paris et d'aller surprendre quelques vieux amis sur la rive gauche. Mais le hasard a voulu qu'à bord de l'avion, une très jolie fille ait attiré mon attention. Et nous avons voyagé de concert. Se rendant aux États-Unis, elle projetait de passer 2 jours à Londres. En conséquence, j'ai envoyé Paris au diable et, dans notre chère vieille capitale, nous sommes descendus à l'hôtel Kingsway. Pour le cas où vos merveilleux espions l'ignoreraient encore, je me suis inscrit sous le nom de John Brown. Pas question de révéler son identité véritable en de pareilles circonstances. Et le 20 décembre. Cédric esquissa une grimace. Une terrible gueule de bois a suffi pour la matinée. Passons à l'après-midi. Voyons, j'ai baguenaudé, pourrait-on dire. Ah, je me souviens d'une visite à la National Gallery, endroit très respectable s'il en est, et d'avoir vu ensuite un film, un western qui m'a emballé. N'oublions pas un godet ou 2 dans un bar et une sieste dans ma chambre. Vers 22 heures, ma petite amie m'a rejoint et nous avons fait la tournée des Grands-Ducs, si je puis employer cette expression. Notre première visite pour la grenouille qui bâille. Le résultat fut une sérieuse cuite et, le lendemain, un réveil peu glorieux. Ma compagne se hâta d'aller prendre son avion, tandis que je me précipitais chez un pharmacien pour absorber une mixture horrible, mais efficace. Il ne me restait qu'à prendre le train et à persuader Emma que je venais en droite ligne de l'aérodrome. Complètement à sec, il me fallut recourir à ma sœur pour payer le taxi. Inutile de m'adresser à mon père, cette vieille brute m'aurait refusé même un penny. J'espère, inspecteur, que tout cela vous donne entière satisfaction. L'inspecteur ne semblait pas partager l'optimisme de son interlocuteur. Pouvez-vous fournir quelques preuves à l'appui? Par exemple, en ce qui concerne vos faits et gestes entre 15 et 19 heures. Cédric eut un geste désabusé. Tout à fait improbable. Pensez donc, les gardiens de la National Gallery voient passer des centaines de personnes dont ils se moquent littéralement. Quant au cinéma, il y avait foule et, dans l'obscurité... À ce moment, Emma revint dans la pièce avec un agenda dans une main. « Vous désirez savoir ce que chacun de nous a fait le 20 décembre, inspecteur ?» demanda-t-elle. « Exactement. Je viens de consulter la liste de mes propres rendez-vous. Le 20, je me suis rendue à Brackhampton pour assister à une réunion sous la présidence de notre pasteur et à l'issue de laquelle j'ai déjeuné avec Lady Addington au café Cadna. Ensuite,
J'ai fait des emplettes pour Noël, chez Greensfords, et probablement dans d'autres magasins. À 17h, j'ai pris le thé dans les salons Shamrock. Puis je me suis rendue à la gare à la rencontre de Brian, qui arrivait de Londres. À notre arrivée chez nous, mon père était furieux. Il ne veut pas que je le quitte l'après-midi. Mais de temps à autre, je passe outre. Nul ne vous blâmera, Miss Crackenthorpe, admit Craddock, et je vous remercie. La personne la moins suspecte donne toujours les renseignements les plus précis, pensait le policier. Vos 2 autres frères sont arrivés plus tard, je suppose, demanda-t-il à la jeune femme. Alfred n'a fait son apparition que tard dans la soirée. Il a affirmé avoir essayé de me téléphoner dans le cours de l'après-midi, mais mon père a pour principe de ne jamais répondre aux appels. Pour sa part, Harold est arrivé le soir même de Noël. Elle eut une courte hésitation avant d'ajouter. Je suppose qu'il m'est défendu de demander le motif de ces nouveaux interrogatoires. Lentement, Craddock sortit le petit rouleau de sa poche. Du bout des doigts, il en tira l'enveloppe. N'y touchez pas, je vous prie. La reconnaissez-vous? Ciel, s'écria-t-elle, bouleversée. C'est ma propre écriture. Et cette enveloppe est celle qui contenait la lettre que j'ai écrite à Martine. Je m'en doutais un peu. Mais comment est-elle tombée entre vos mains? Cette Martine, avez-vous trouvé sa piste? Il semble qu'on puisse répondre affirmativement. L'enveloppe a été découverte, ici, mais vide. Dans la maison même? Non, dans une dépendance. Donc, Martine est venue dans notre propriété. Dans ces conditions, elle... Donnez-vous à entendre qu'elle est la femme du sarcophage? C'est probable, Miss Crackenthorpe, répondit Craddock, comme dans un murmure. Et cela lui parut encore plus probable quand, de retour à Scotland Yard, il trouva sur son bureau un message envoyé de Paris par Armand Dessein. L'une des danseuses des ballets Mariinsky a reçu une carte postale d'Anna Stravinska. Apparemment, l'histoire de la croisière était vraie. A.S. fait un séjour à la Jamaïque et affirme s'en donner à cœur joie. Chapitre 2. Assis sur son lit, le jeune Alexander mordait à pleines dents dans une grosse tablette de chocolat, jusqu'au moment où les souvenirs de la veille se firent plus pressants. « Quelles vacances merveilleuses !» s'écria-t-il. « Je ne suppose pas que nous trouvions de sitôt un document de cette envergure. » « Pour ma part, je ne le souhaite pas, » dit Lucie qui préparait les valises. « Au fait, où allez-vous mettre ces ballons de football et vos bottes en caoutchouc ?»« Aucune difficulté. Les Stoddart West envoient leurs chauffeurs avec la Rolls ou la Mercedes. Ils doivent être immensément riches. Comme Crésus. Mais je regrette de quitter Rutherford Hall. Nous aurions peut-être découvert un second cadavre. » « En toute sincérité, un seul suffit, » répliqua la jeune femme. « Oh, ne plaisantez pas. Soyez plutôt sur vos gardes. » Le temps d'entamer une seconde tablette, et il reprit la parole sur un ton désinvolte. « Si mon père vient ici de temps à autre, soignez-le bien. »« Cela va de soi, » répondit Lucie, quelque peu surprise. « Avec papa, » ajouta Alexander. « L'ennui est que la vie de Londres ne lui convient pas du tout. Il fréquente des femmes bizarres. Je l'aime beaucoup, voyez-vous, mais il a besoin d'une personne qui s'intéresse réellement à lui. En somme, il lui faut un foyer. » « Vraiment curieuse, cette jeunesse moderne, » pensait Lucie, tandis que le jeune garçon la regardait avec insistance. « Brian vous apprécie beaucoup, » affirma-t-il. « Très aimable de sa part. »« Sans doute agit-il parfois comme un gosse, mais il a un excellent caractère. » Les yeux d'Alexander se portèrent soudainement sur le plafond. « Je pense en toute sincérité qu'il devrait se remarier, avec une femme décente, bien entendu. En ce qui me concerne, je ne m'opposerai pas à la présence d'une belle-mère, aimable du moins. » Lucie avait l'impression que la conversation prenait un tour singulier, mais le garçon ne lui laissa pas le temps de réagir. « Toutes ces histoires de marâtres sont démodées, » continua Alexander.
évitant toujours de fixer la jeune femme. Stoddard et moi, nous avons plusieurs amis dont les pères, divorcés, se sont remariés, et tous s'entendent à merveille. Évidemment, il est préférable de vivre avec ses véritables père et mère. Remarquez que, dans mon cas, il ne s'agit pas d'un divorce. Maman n'est plus. Alors, pourquoi pas une belle-mère? Décente, je tiens à le répéter. Quel que fût son état d'esprit, Lucie parut touchée. « Je crois que vous êtes très clairvoyant, dit-elle. Il nous faudra essayer de trouver une bonne épouse pour votre père. » Un rapide coup d'œil, et Alexander contempla de nouveau le plafond. « Je crois vous avoir déjà dit que Brian vous aime beaucoup. De fait, il me l'a confié. » Décidément, pensa Lucie, on s'occupe beaucoup de mon éventuel mariage, tant ici que dans le voisinage. D'abord Miss Marple, puis Alexander. Quelque peu gênée, elle prit congé. Un agréable repos, Alexander. Demain matin, vous n'aurez qu'à mettre vos pyjamas dans la valise. Bonne nuit, répondit le jeune garçon qui, cette fois, lui sourit gentiment. Chapitre 19 1. On ne saurait dire que l'ensemble soit concluant, dit le sergent Weaverhall, debout auprès de Craddock, qui lisait un rapport sur l'alibi donné par Harold Krakenthorpe. Oui, l'homme d'affaires avait été vu, le 20 décembre, à la salle des ventes à environ 15 heures, mais il semble qu'il en soit sorti assez rapidement, et sa photographie n'avait éveillé aucun souvenir parmi le personnel du salon de thé Russells. Toutefois, compte tenu de l'affluence entre 17 et 18 heures, et du fait qu'Harold n'était pas un habitué, cette carence n'avait rien d'extraordinaire. Le valet de chambre d'Harold confirma le retour de son maître à 18h45 pour s'habiller, mais ne put certifier l'avoir entendu rentrer du dîner auquel il devait se rendre. Quant au garage, il a été loué à l'usage exclusif de M. Krakenthorpe. Donc, aucun contrôle possible de ses entrées et sorties. « Vous avez raison, sergent. Rien de positif, » admit l'inspecteur. « Certes, notre homme assistait au dîner. Nous avons contrôlé. Mais il est parti avant la fin des toasts. » Aucun renseignement dans les gares ? Absolument rien. Pensez, après 4 semaines et la cohue des fêtes. Craddock eut un geste de dépit. Puis il se saisit du rapport concernant Cédric. Même déception, avec une nuance toutefois. L'après-midi du 20 décembre, un conducteur de taxi avait chargé un phénomène, ressemblant au peintre, pantalon fripé et cheveux en broussailles. Même ce bohème s'était emporté parce que le tarif avait encore augmenté depuis son dernier voyage. Pas de doute sur la date. Ce jour-là, le conducteur n'avait-il pas joué 2 livres sur un outsider qui, contre toute attente, avait remporté la 2e course? Et la radio de son taxi l'avait annoncé alors que le gars en question se trouvait encore dans la voiture. « Les courses ne sont pas complètement inutiles, » conclut Craddock. « Mais cela ne suffit pas. » « Et voici les notes sur Alfred, » dit alors le sergent Weaverhall. L'intonation de sa voix retint toute l'attention de Craddock, cette sorte d'intonation qui donne à entendre que le meilleur a été gardé pour la fin. Pourtant, la plus grande partie des renseignements était décevante. Alfred vivait seul, sortant et rentrant à des heures indéterminées. Quant à ses voisins, ils ne paraissaient guère curieux et travaillaient tous dans des bureaux. Ils étaient donc absents de chez eux dans la journée. Cependant, Weaverhall indiqua du doigt les 2 derniers paragraphes. Chargé d'enquêter sur le vol d'un camion, le détective Leakey s'est rendu au Bell Brick, sorte de relais fréquenté par le personnel des transports routiers sur la route de Waddington à Brackhampton. À une table, Leakey a aperçu 2 suspects en compagnie d'Alfred Krakenthorpe qu'il connaissait de vue. Heure 21h30. Date le 20 décembre. Quelques minutes plus tard, Krakenthorpe est monté dans un bus se dirigeant vers Brackhampton.
À cette information, il convient d'ajouter que, le même jour, à la gare de Brackhampton, et peu avant le départ du train de 23h55 en direction de Londres, le contrôleur de service a poinçonné le billet d'un voyageur en qui il reconnut le frère cadet de Miss Crackenthorpe. Aucune erreur quant à la date, a assuré le contrôleur, parce que, ce vendredi-là, précisément, une vieille toquée lui avait affirmé avoir vu étrangler une femme dans un train. « Alfred, serait-ce possible ?» murmura Cradock, avant de déposer les papiers sur une table. « On ne peut contester qu'il se trouvait sur place », crut devoir souligner le sergent. L'inspecteur réfléchissait. Oui, Alfred avait très bien pu prendre, à Londres, le train de 16h33, en direction de Brackhampton, et tuer quelqu'un en cours de route. Puis, de Brackhampton, se rendre en bus jusqu'aux Belles Briques et y rester jusqu'à 21h30. Ensuite, il avait eu le temps d'aller à Rutherford Hall, de transporter le cadavre jusqu'au sarcophage, puis de revenir à la gare de Brackhampton assez tôt pour sauter dans le dernier train du soir, 23h55, en direction de la capitale. 2. Harold et Alfred étant venus spécialement de Londres, la famille Crackenthorpe tenait conseil dans la bibliothèque. Bientôt, la discussion prit un tour agité et des éclats de voix parvenaient jusqu'à la cuisine. Les ayant entendus, Lucie fronça les sourcils et s'empressa de prendre la carafe qu'elle venait de remplir d'un cocktail préparé pour l'occasion. Puis, elle se dirigea lentement vers la bibliothèque. Du hall, elle entendait nettement les propos échangés. « Vous êtes responsable de toute cette histoire, Emma », grondait Harold de son habituelle voix de basse profonde. « Votre sottise me dépasse. Si vous n'aviez pas remis cette lettre à Scotland Yard... » « Il vous fallait avoir perdu toute raison », se renchérit Alfred sur un ton haut perché. « Allons, intervint Cédric, ne la malmenez pas. Ce qui est fait, et n'oubliez pas que nous aurions eu des ennuis beaucoup plus graves si nous avions gardé le silence au sujet de la fameuse lettre. »« Votre calme n'a rien d'étonnant, » répliqua Harold. « Vous étiez à l'étranger le vendredi 20 décembre, jour qui intéresse tant Cradock. Mais Alfred et moi-même, nous nous trouvions bel et bien dans ce pays. Heureusement que je peux me souvenir, moi, de l'emploi de mon temps. »« Personne n'en doute, » ironisa Alfred. « Vous êtes l'homme aux alibis parfaits. » Ce qui n'est sans doute pas votre cas. Une chance, peut-être, car rien n'est plus dangereux qu'un alibi soi-disant inattaquable. La police, voyez-vous, le démolit en un rien de temps. Donc, attention. Insinuez-vous que j'ai tué cette femme ? Oh, cela suffit, s'écria Emma. Aucun de vous ne l'a tuée. Alors, taisez-vous. Et, ajouta Cédric, si cela peut vous faire plaisir, sachez que j'étais en Angleterre le vendredi 20 décembre. Cradock ne l'ignore nullement. Donc, je figure aussi parmi les suspects. À ce moment, un léger bruit alerta Lucie qui, du hall, écoutait la discussion. Le docteur Quimper sortait du petit bureau dans lequel il venait d'examiner M. Crackenthorpe. Son regard tomba sur la carafe de cocktail. « Une petite gâterie pour la famille ?» dit-il. « Plutôt de l'huile sur une mer démontée » répondit Lucie, un doigt pointé sur la porte de la bibliothèque. « Une véritable bagarre se déroule là-dedans. »« Il se renvoie la balle » ironisa Quimper. « Je dirais plutôt qu'il s'en prenne à Miss Emma. »« À Emma ?» répéta le docteur sur un ton irrité. Sans ajouter un mot, il se saisit de la carafe de cocktail et entra dans la bibliothèque. « Bonsoir » lança-t-il à la cantonade. Harold fut le premier à réagir. « Vous arrivez à propos, docteur. Il me plairait de connaître la raison pour laquelle vous êtes intervenu dans une affaire de famille et avez conseillé à ma sœur de se rendre à Scotland Yard. » Miss Crackenthorpe m'avait demandé mon avis, répliqua le praticien. J'ai accédé à son désir et j'estime qu'elle a agi comme il convenait. Attitude qui rendit Harold fou furieux. Comment osez-vous ? Restée dans le hall, Lucie ne put en entendre davantage. Une voix s'était élevée derrière elle. Hep, vous !
S'étant retournée, la jeune femme aperçut M. Crackenthorpe qui la regardait du seuil du petit bureau. « Qu'allez-vous nous cuisiner pour le souper ?» demanda-t-il. « Ne cherchez pas. Je veux du curry. Vous le réussissez à la perfection, et il y a longtemps que vous n'en avez pas servi. » Les jeunes gens ne l'aimaient guère. Ils sont partis, et bon débarras. Donc, faites un excellent curry, et ce soir même. Entendu, monsieur Crackenthorpe. Voilà qui est censé. Prenez soin de moi, Lucie. Et je m'occuperai de vous. Retenue dans sa cuisine, Lucie rassemblait des ingrédients nécessaires au repas du soir quand la porte du hall claqua et, de la fenêtre, la jeune femme vit le docteur Quimper qui, courroucé, regagnait sa voiture à grands pas. Quelques instants plus tard, Lucie épluchait des champignons. De temps à autre, un soupir lui échappait. L'absence d'Alexander et de son camarade se faisait sentir. Même, dans une certaine mesure, Brian Eastley lui manquait également. 3. Il était près de 3 heures du matin quand le docteur Quimper rentra sa voiture dans le garage, dont il ferma la porte avec lassitude. Mais qu'importait sa fatigue. L'une de ses clientes, Mrs. Josh Simpkins, n'avait-elle pas hérité de 2 jumeaux qui s'ajoutaient à 8 frères et sœurs? À la vérité, le père ne s'était pas montré très enthousiaste. Des jumeaux, avait-il marmonné avec quelque dédain. Aucun intérêt. À notre époque, il faut avoir des quadruplés. Alors, on reçoit d'innombrables cadeaux. Les journalistes viennent à domicile, les gens vous admirent dans les illustrés et on affirme que la reine envoie un télégramme aux heureux parents. Mais des jumeaux, une simple routine, quoi. Le souvenir de ce commentaire inattendu arracha un sourire au docteur qui monta dans sa chambre et entreprit de se déshabiller. Un coup d'œil à sa montre, 3h05, et il se rapprochait déjà de son lit, quand le téléphone retentit. Étouffant un juron, le praticien se saisit de l'appareil. « Le docteur Quimper ?»« En personne. »« Ici Lucie Aylesborough, qui parle de Rutherford Hall. Je crains que votre présence immédiate ne soit nécessaire. Ils sont tous tombés malades. »« Quels symptômes ?» Lucie donna les explications voulues. « Je viens sur le champ, » répondit le docteur. En attendant, suivirent quelques instructions. Le temps de se rhabiller, de se saisir de sa trousse, et Quimper sauta dans sa voiture. 4. 3 heures plus tard, le docteur et Lucie, tous deux épuisés, étaient assis devant la table de la cuisine et buvaient du café noir. « Voilà ce dont j'avais besoin, » dit Quimper en reposant son bol. « Pour autant que je puisse en juger, ils vont mieux. Mais ce que je veux savoir, c'est comment tout cela a pu arriver. D'abord, qui s'est occupé du dîner ? »« Moi, » répondit Lucie sans hésitation. « Et quel était le menu ? » ?»« Soupe aux champignons, poulet au curry, dessert. »« La soupe provenait d'une boîte de conserve, je suppose. »« Nullement, je l'ai entièrement préparée moi-même. »« Avec quels ingrédients ? » « Une demi-livre de champignons, 2 petits carrés de blanc de poulet, 1 roux de beurre et de farine, et un citron. » Et tous vont s'écrier « C'est la faute aux champignons !» Ils auraient tort. J'ai absorbé 2 assiettées de cette soupe sans être incommodée. En effet, cela ne m'a pas échappé. Lucie réagit. Si vous donnez à entendre que... Je ne donne rien à entendre. Vous êtes une femme très intelligente. Aussi seriez-vous en train d'imiter les autres et de gémir dans votre lit si les soupçons que vous m'attribuez étaient fondés. Continuons plutôt notre examen. Après la soupe, est venu le poulet au curry. En avez-vous mangé ? Non, la personne qui prépare un tel plat n'a pas le désir de le savourer. L'odeur du curry l'a déjà comblé. Et que reste-t-il du repas ? Un peu de curry et de soupe, dans des bols. Je les emporte. Ah, avant de partir, il me faut revoir mes malades. Après cela, j'espère que vous pourrez les surveiller jusqu'à l'arrivée de la nurse que je vais envoyer à la première heure, avec toutes mes instructions. Lucie hésita avant de poser une question. Ou il s'agit d'aliments toxiques, ou nous avons affaire à une tentative d'empoisonnement.
Quelle est votre impression ? Dans un pareil cas, un médecin ne doit pas se contenter d'une impression. Il lui faut avoir une certitude, et tout dépend de l'examen des aliments. Entre-temps, soignez tout spécialement 2 personnes. D'abord Emma, il ne faut pas que son état s'aggrave. Sa voix trahissait une vive émotion. Comprenez-moi bien, elle n'a même pas commencé à vivre, réellement. Et vous savez que de telles femmes sont l'essence même du bonheur terrestre. Je le lui dirai un jour. Donc, veillez sur Emma. Je vous le promets. Et n'oubliez pas le vieil homme. Je ne puis affirmer qu'il soit mon malade favori, mais il est mon malade, et je veux être damné si, du fait d'une négligence de ma part, il était expédié sous terre. Parce que l'un ou l'autre de ses indésirables fils, ou tous les 3 peut-être, veulent s'en débarrasser. Le docteur Quimper se tut brusquement, puis jeta un regard désabusé sur Lucie. « Et voilà, j'ai trop parlé, il me semble. Ne m'imitez pas surtout, mais ayez l'œil ouvert et rappelez-vous que, parfois, mieux vaut garder le silence. » 5. L'inspecteur Bacon semblait bouleversé. « De l'arsenic ?» répétait-il. « Oui, » répondit le docteur Quimper. « Il y en avait dans le curry, dont voici les restes. Le médecin légiste pourra les analyser à fond. Je n'ai fait qu'un essai sur une faible partie, mais le résultat est concluant. Donc, un empoisonneur est entré en lice. Il semble qu'il en soit ainsi. Et tous sont atteints, sauf cette Miss Hayles Barrow. Oui, suspecte cette exception. » Le docteur haussa les épaules. Quel mobile aurait eu cette jeune femme ? Il n'est besoin d'aucun mobile. Peut-être s'agit-il d'une détraquée. Parfois, les gens paraissent normaux et ils ont perdu la tête depuis longtemps. Miss Hayles Barrow n'a pas perdu la tête. En tant que médecin, je puis vous affirmer qu'elle est aussi saine d'esprit que vous et moi. Donc, si cette jeune femme avait choisi de nourrir la famille à l'arsenic, comme elle est très intelligente, elle aurait, comme tous les convives, consommé du curry, mais en petite quantité, et ensuite exagéré ses souffrances, ce qui n'est pas difficile à simuler. Quelqu'un n'aurait-il pu s'apercevoir que sa dose était minime ? Probablement pas. Les réactions au poison varient avec les individus, et la même dose peut produire des effets différents. Voyez-vous, mon cher, on ne se rend vraiment compte de l'efficacité d'une drogue que si l'intéressé en meurt. Tout à ses pensées, Bacon ne releva pas l'ironie. « Alors, dit-il, laissons cette Hayles Barrow de côté. Il ne reste que l'un des membres de la famille même, un membre qui joue un tour à sa façon et, afin de détourner les soupçons, fait semblant d'être très malade. J'y ai pensé. Aussi me suis-je empressé de vous alerter le plus rapidement possible. L'affaire est entre vos mains maintenant. À mon avis, aucun d'eux n'a eu une dose mortelle. L'empoisonneur se serait-il trompé dans ses calculs ? Il est plus que probable que son intention a été de ne pas exagérer outre mesure, à seule fin que les malades présentent le signe d'une intoxication d'ordre alimentaire, intoxication dont les champignons auraient été rendus responsables. Puis, profitant de la confusion générale, il envisage sans doute d'administrer une nouvelle dose dont les effets seraient attribués aux rechutes tardives qu'on enregistre souvent. Le docteur acquiesça. C'est pourquoi j'ai choisi une nurse spécialisée et Miss Hayles Barrow l'aidera. Naturellement, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais, à votre place, je ferai comprendre à tous les alités que vous savez déjà qu'il s'agit d'un empoisonnement par l'arsenic. Voilà qui effraiera l'empoisonneur, et il n'osera peut-être pas pousser les choses à l'extrême. Soudain, le téléphone retentit sur le bureau de Bacon. L'inspecteur se saisit de l'appareil. « Hello ? Oui, passez la communication. L'inspecteur Bacon vous écoute. »« Quoi ? Une rechute grave ? Le docteur Quimper est auprès de moi. Je vous le passe. »« Quimper à l'appareil ? Je comprends. Continuez vos soins aux autres. Nous arrivons dans un instant. » Il reposa l'écouteur et s'épongea le front. « De qui s'agit-il ? » demanda Bacon. « D'Alfred. Et il est mort. » Chapitre 20. 1. Dans son petit bureau de Scotland Yard,
Craddock s'agitait devant le téléphone. De Brackhampton, Bacon venait de l'informer du tour pris par les événements à Rutherford Hall. « Alfred ?» répéta Craddock, encore incrédule. « Vous ne vous y attendiez pas ?» dit son collègue. « Oh non. En fait, je le soupçonnais d'être l'étrangleur du train. » Non sans raison. Le contrôleur s'était souvenu de son passage et il semblait bien que nous tenions le coupable. Un moment de silence s'ensuivit. « Vous m'avez dit qu'une nurse était de service, » reprit Craddock. « Elle a donc relâché sa surveillance ?»« On ne peut la blâmer. Miss Aylesbury Barrow était rompue de fatigue et a pris un court repos. Entre-temps, la nurse a dû s'occuper de 5 malades. Luther Crackenthorpe, Emma, Cédric, Harold et Alfred. Comment les surveiller tous en même temps ? D'autant que, le père s'étant montré très exigeant, la nurse a dû rester assez longtemps auprès de lui pour le calmer. Après quoi, elle s'est rendue à la cuisine, puis a répondu à un nouvel appel du vieux avant de porter à Alfred une tasse de thé. Il l'a bu, et vous connaissez le résultat. Une nouvelle dose d'arsenic ? Sans doute. Il eût pu s'agir d'une simple rechute, mais Quimper et le médecin légiste ne le pensent pas. Je suppose qu'Alfred était bien celui qu'on entendait tuer. Le doute que trahissait le ton sur lequel cette phrase avait été prononcée intrigua Bacon au plus haut point. Sans doute voulez-vous dire que la mort d'Alfred ne sert les intérêts de personne, alors que celle du vieux Crackenthorpe serait la bienvenue. Il est possible qu'il y ait eu une erreur. Quelqu'un a pu croire que le breuvage était destiné au père et jeter la drogue dans la théière. Mais comment l'affirmer ? La nurse lave tout au fur et à mesure. Cependant, je ne vois pas comment on eût pu faire absorber le poison d'une autre manière. Donc, l'un des malades, beaucoup moins atteint que les autres, a profité des allées et venues de la nurse. Quoi qu'il en soit, riposta Bacon, c'en est fini de ces petites histoires. Nous avons maintenant 2 infirmières, sans compter Miss Aylesbury Barrow, et 2 de mes hommes sont sur place. Venez-vous ? Aussi rapidement que possible. 2. Dans le hall, Lucy Aylesbury Barrow vint à la rencontre de l'inspecteur Craddock. « Vous avez passé des heures agitées, dit-il. « Un cauchemar qui m'a semblé sans fin, répondit la jeune femme. J'ai vraiment pensé qu'ils étaient tous mourants. Rien d'étonnant avec ce curry. Alors, c'est lui qui était, oui, gentiment assaisonné d'arsenic, à la Borgia. Dans ce cas, le coupable appartient à la famille. Vous n'avez aucun soupçon particulier ? Non. Voyez-vous, je n'ai commencé à cuisiner qu'assez tard, après 18 heures, parce que M. Crackenthorpe lui-même avait exigé son plat favori en fin d'après-midi, et j'ai ouvert une nouvelle boîte de curry, donc aucune possibilité de manipulation antérieure. Qui aurait pu le falsifier après sa cuisson ? N'importe quel membre de la famille avait la possibilité de se faufiler dans la cuisine pendant que je mettais le couvert dans la salle à manger. C'est-à-dire le vieux Crackenthorpe, Emma, Cédric, ainsi que Harold et Alfred, venus de Londres dans l'après-midi. Oh, j'allais oublier Brian. Brian Eastley. Toutefois, il nous a quittés avant le dîner pour rencontrer un ami à Brackhampton. Oui, en somme, toute cette histoire rappelle l'indisposition de Luther Crackenthorpe à Noël. À ce moment déjà, Quimper pensait à une dose d'arsenic. Au fait, ont-ils été vraiment tous aussi atteints les uns que les autres ? Monsieur Crackenthorpe semblait le plus malade. Le docteur Quimper a dû s'employer à fond pour le ranimer. Un excellent médecin, dois-je reconnaître. Toutefois, c'est Cédric qui a eu le plus peur. Les hommes jouissant d'une forte constitution ne sont pas les plus braves. Et Emma ? Assez mal en point. Craddock semblait plongé dans ses pensées. Mais pourquoi s'acharner sur Alfred ? Dit-il enfin. Était-ce bien lui qui devait mourir ? Curieux, je me suis posé la même question. Et pour cause, à quoi rime cette mort ? Aucune suite logique dans toutes ces histoires, alors qu'elles devraient découler du même mobile. Mais lequel ? Disons que la femme du sarcophage était bien Martine, la veuve d'Edmund Crackenthorpe. De nombreux indices semblent le prouver. Donc,
Il doit y avoir un lien entre ce fait et l'empoisonnement criminel d'Alfred. Et la clé du mystère doit se trouver ici même, dans la famille. Prétendre qu'il puisse s'agir d'un fou n'arrange rien. Évidemment. Quoi qu'il en soit, prenez garde. Il y a un empoisonneur dans cette maison, et l'un des alités n'est pas aussi malade qu'il le prétend. Après le départ de l'inspecteur, Lucie monta au premier étage. Une voix impérieuse l'arrêta alors qu'elle passait devant la chambre de M. Krakenthorpe. « Jeune fille !» S'étant rendue à cet appel, la jeune femme constata que le vieillard, confortablement installé dans son lit, paraissait très alerte pour un convalescent. Déjà, il l'interpellait. « Cette maison est remplie d'infirmières qui s'agitent et se donnent de l'importance. Non seulement elles ne veulent pas me laisser manger à ma guise, mais elles doivent coûter très cher. Dites à Emma de les renvoyer. Vous pouvez me soigner aussi bien que ces furies. » « Toute la famille est malade, monsieur, et je ne peux veiller sur chacun. »« Comment va Emma ?»« Plutôt mieux. »« Et Harold ?» Il se remet doucement. Une courte pause et M. Krakenthorpe lança. « Au fait, que signifie cette histoire à propos d'Alfred ? Il n'est plus de ce monde, paraît-il ?» Lucie sursauta. « Il était défendu de vous en informer. » L'éclair d'un sourire sardonique, et le vieillard murmura. « Je sais entendre, ma fille. Impossible de cacher quelque chose aux vieux. Ainsi, Alfred est mort. En voilà un qui aura attendu mon argent en vain. Assez cocasse, ce décès. Avant le mien. »« Soyez plus charitable, » s'écria Lucie, plutôt choquée. Le regard du malade se fixa sur la jeune femme. « Je resterai le dernier, vous verrez. » Revenue dans sa propre chambre, Lucie se prit la tête à deux mains, bien qu'habituée au langage de Luther Krakenthorpe, l'attitude de celui-ci, après la mort de son fils, lui répugnait. Hésitant peut-être à tirer des déductions, elle pensa à Miss Marple et, par un curieux enchaînement de réflexes, un mot étrange, prononcé par la vieille demoiselle, à propos de mots croisés, lui revint à l'esprit. Aussi se saisit-elle de son dictionnaire. Après avoir lu la définition du mot « tontine », elle resta immobile pendant un instant. 3. « Je ne vois pas la raison de votre visite, » dit le vieux docteur Morris. « Cependant, » répondit l'inspecteur Craddock, « vous avez soigné la famille Krakenthorpe pendant de nombreuses années. »« Oui, je les ai tous connus. Mais, inspecteur, j'espère que vous n'avez pas pris à la lettre les propos de ce fou de Quimper. Comme tous les jeunes, il fait du zèle et s'est fourré dans la tête que quelqu'un s'efforce d'empoisonner Luther Krakenthorpe. Une idiotie, du mélo tout pur. Il a déjà eu des crises gastriques et je l'ai soigné. Oh, elles n'ont pas été fréquentes et ce ne fut jamais grave. Le docteur Quimper ne partage pas votre avis. Il pense que penser, mauvais pour un docteur de trop penser. Et, après tout, je suis capable de déceler l'arsenic quand il y en a. Des médecins ont commis des erreurs. Rappelez-vous certains cas célèbres. Soit, admettons que l'arsenic soit en jeu. Sur qui se portent les soupçons de Quimper ? Rien de précis. Mais l'argent joue un grand rôle. Oui, je sais qu'à la mort de Luther, l'héritage sera important et que tous ont besoin d'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils tueraient leur père pour le toucher plus vite. Pas nécessairement, admit Craddock. Aussi serais-je désireux de les connaître davantage sur le plan mental. Comment dirais-je ? N'y a-t-il pas eu, dans la famille, des cas de tension nerveuse, de prédisposition à... Le docteur Morris dévisagea l'inspecteur avant de répondre. Je comprends votre pensée. Eh bien, l'ancêtre Josiah jouissait de toutes ses facultés et savait ce qu'il voulait. En revanche, sa femme était une névrosée, donc encline à la mélancolie. Dernière descendante d'une vieille famille noble, elle est morte peu de temps après la naissance de son deuxième fils, Luther. Vous n'ignorez pas, je crois, que celui-ci a hérité de sa mère une certaine instabilité d'esprit. Dès sa jeunesse, il était très quelconque et son manque d'aptitude aux affaires avait déçu son père, qui le méprisait. Luther s'en rendait compte.
De là, une sorte d'obsession qui l'a poursuivi même après son mariage. Une simple conversation avec lui prouvera la profonde aversion qu'il éprouve lui-même pour ses fils. En revanche, il a beaucoup aimé ses 2 filles, Emma et Eddie, qui est morte. Pourquoi cette aversion à l'égard des fils ? Les psychiatres à la mode vous feraient peut-être un bel exposé sur ce point. Pour ma part, je me contenterai de dire que Luther a un complexe d'infériorité et que sa situation financière le choque. Certes, il est assuré d'un revenu plus qu'appréciable, mais il ne peut disposer du capital. S'il avait le droit de déshériter ses fils, peut-être ne les détesterait-il pas. Le fait d'être sans pouvoir à leur égard l'humilie profondément. Ce qui explique pourquoi l'idée de survivre à ses fils lui plaît énormément. Aucun doute à cet égard. Et le même complexe l'a poussé à l'avarice. Du moins, je le crois. À ce propos, on peut dire que la somme qu'il a pu mettre de côté, en économisant la plupart de ses revenus, est considérable. Je suppose qu'il a le droit de la léguer à qui bon lui semble. Naturellement. Mais à qui ? Peut-être à Emma. J'en doute. Plutôt à Alexander, son petit-fils. Son préféré, je crois. Du moins selon les apparences. Voyez-vous, il est le descendant de l'une de ses filles, Eddie, et pas d'un fils, ce qui peut expliquer la préférence. L'inspecteur acquiesça, puis, sans transition, lança. En toute confidence, pensez-vous que la nouvelle génération des Krakenthorpe soit exempte d'une quelconque tare ? J'entends, sont-ils tous normaux ? Je vous vois venir, répliqua calmement le docteur Morris. Mes impressions se résument à ceci. Cédric relève de la catégorie des excentriques, et on peut ajouter que c'est un révolté de naissance. Évidemment, je n'affirmerai pas qu'il est tout à fait normal. Mais, mon cher inspecteur, où pourrait-on trouver un homme parfaitement normal ? Harold, lui, est de ceux qui se cantonnent dans l'orthodoxie, celle de son milieu, s'entend. On ne saurait le qualifier d'affable. Il représente le type d'homme d'affaires bien élevé, certes, mais toujours à l'affût de gros bénéfices. Quant à Alfred, il a toujours donné l'impression d'avoir un méfait sur la conscience, le suspect perpétuel. Mais paix à sa mémoire. Et Miss Krakenthorpe ? Oh, une gentille fille, calme, simple. Toutefois, il n'est pas facile de connaître ses pensées. Cette jeune personne les extériorise rarement, et, croyez-moi, elle a plus de caractère qu'on ne le croirait à première vue. Vous avez connu Edmund, l'aîné, qui a été tué pendant la guerre, je pense. Certes, le meilleur du lot. Avez-vous entendu parler de son projet de mariage, ou de son mariage, avec une Française ? J'en ai l'impression, mais cela remonte à loin. Au début de la guerre, je crois. Exactement. Peut-être aurait-il regretté cette union avec une étrangère s'il avait survécu. Cradock eut un léger sursaut. Il serait plus exact de dire que la mort de sa femme l'aurait bouleversé. Le docteur Morris ne cherchait pas à dissimuler sa surprise. Aussi, l'inspecteur lui révéla-t-il tous les détails de l'affaire du sarcophage et que tout portait à croire que la femme étranglée était la veuve d'Edmund. Extraordinaire. Plutôt un roman policier que la réalité, inspecteur. Mais je ne vois pas le rapport avec des empoisonnements à l'arsenic, à Rutherford Hall. Le tout se lit peut-être, si les mobiles sont approfondis. Il est possible que, poussé par la cupidité, une certaine personne entende s'approprier la plus grosse part de l'héritage de Josiah Krakenthorpe. Folie, répliqua le vieux docteur. Pensez au fabuleux prélèvement du fisc. Chapitre 21. De bonne heure, ce matin-là, Lucie prit un plateau et se rendit dans la chambre de M. Krakenthorpe. L'accueil ne fut pas encourageant. « Que m'apportez-vous » grogna le vieillard. « Un consommé et une crème. »« Au diable, remportez le tout. J'ai dit à la nurse que je voulais un beefsteak. »« Ordre du docteur Quimper. »« Je me sens très bien, et je me lèverai dès demain. Et les autres ?»« Monsieur Harold est presque rétabli. Il rentre à Londres dans les 24 heures. »« Bon débarras. Et Cédric ?
Aucun espoir de son départ pour les Baléares. Il reste ici jusqu'à nouvel ordre. Dommage. Pourquoi Emma ne vient-elle pas me voir? Elle est encore alitée. Certaines femmes ne pensent qu'à se soigner. Mais vous, ma fille, vous êtes forte, toujours alerte et courant d'une chambre à l'autre. Je prends de l'exercice, semble-t-il. Oh, je n'oublie pas ce que je vous ai confié. Et vous en aurez la preuve, tôt ou tard. Emma n'agira pas toujours à sa guise. Et n'écoutez pas ceux qui prétendent que Krakentorp est un avare. Je prends soin de mon argent, voilà tout. J'ai mis de côté une jolie liasse, et je sais exactement ce que j'en ferai, le moment venu. Déjà, il la regardait avec insistance, mais ignorant la main qui avançait dans sa direction, Lucie sortit en toute hâte. Le plateau suivant fut pour Emma. « Merci, Lucie, dit Miss Krakentorp. Je me sens mieux ce matin, et j'ai faim. Mais, ma chère, je suis très ennuyée à propos de votre tante. Vous n'avez certainement pas eu le temps d'aller la voir. Hélas, non. Eh bien, téléphonez-lui. Les personnes âgées s'inquiètent beaucoup quand elles sont privées de nouvelles. Très aimable à vous. » De fait, les événements n'avaient pas permis à Lucie de penser à Miss Marple. Elle se promit de l'appeler après avoir apporté son petit déjeuner à Cédric. Confortablement assis dans son lit, le peintre de la famille passait son temps à écrire. « Hello !» s'écria-t-il à l'entrée de la jeune femme. « Quelle mixture m'avez-vous encore apporté ? Je voudrais envoyer la nurse au diable. Quelle drôle d'habitude est la sienne de m'appeler « nous ». Et comment sommes-nous ce matin ? Avons-nous bien dormi ? Oh, nous ne sommes pas raisonnables. Il imitait à la perfection la prononciation raffinée de la garde-malade. Vous me semblez très gai, dit Lucie. Que faites-vous donc avec tous ces papiers étalés sur votre couverture ? Des plans. Je ne veux pas être prise au dépourvu quand le vieil homme partira pour son dernier voyage. Cette propriété a une grande valeur et je ne sais pas encore si je la vendrai. La maison même conviendrait pour une clinique ou pour une école. Peut-être liquiderai-je la moitié du parc. Qu'en pensez-vous ? Rutherford Hall ne vous appartient pas encore, répliqua Lucie plutôt sèchement. Mais j'en serai le propriétaire un jour ou l'autre. N'oubliez pas que, depuis la mort d'Edmond, je suis l'aîné. Et si je vends, l'argent restera un capital. Je ne veux aucune rente. De cette façon, pas d'impôt sur le revenu. Pensez, un capital que je pourrais dépenser. Je croyais que vous méprisiez la fortune. Naturellement, quand j'en étais privé. La seule attitude digne que peuvent assumer les pauvres. À propos, qu'a donné l'enquête sur la mort d'Alfred ? Rien. L'affaire est ajournée. La police a des doutes. Et ces empoisonnements en série suffisent pour mettre la puce à l'oreille à tous ceux qui vivent dans cette maison. Mieux vaut faire très attention à vous, ma chère. Je le sais. Dès sa sortie de la chambre, Lucie téléphona à Miss Marple. Je suis navrée de ne pas avoir pu vous rendre visite, mais j'ai un travail fou. Je m'en doute. En outre, on ne peut rien faire pour le moment. Il nous faut attendre. Attendre quoi, exactement ? Elspeth McGillicuddy doit revenir de Ceylan sous peu. Je lui ai écrit de prendre l'avion aussitôt que possible, prenant soin de souligner qu'il s'agissait d'un devoir impérieux. Ne craignez-vous pas qu'entre-temps, il y ait encore un décès ? Je ne le pense pas. Mais sait-on jamais, quand on a affaire à des criminels endurcis ? Des obsédés, peut-être ? Je sais qu'à notre époque, on a tendance à attribuer nombre de crimes à l'obsession. Mais je ne suis pas de cet avis. Trop facile, en vérité. Revenue dans la cuisine, Lucie prépara rapidement son déjeuner, puis s'installa dans le petit bureau attenant à la salle à manger. Son repas était à peine terminé quand la porte s'ouvrit brusquement et Brian Eastley fit son apparition. « Bonjour, dit la jeune femme. Je ne m'attendais pas à votre visite. »« Je le suppose. Et comment va la famille ? » ?»« Mieux. Harold nous quitte demain. »« Que pensez-vous de toute cette affaire ? S'agissait-il vraiment d'arsenic ? » ?»« De toute évidence. »« Mais les journaux sont muets. Peut-être la police est-elle très discrète. Elle se réserve pour le bon moment. »
Je me demande qui a pénétré dans la cuisine pour empoisonner les mets. N'oubliez pas que je suis moi-même suspecte, puisque j'ai préparé le fameux curry. Brian eut un sursaut et se prit à dévisager la jeune femme. Celle-ci savait qu'aucun méfait n'avait été commis pendant la cuisson, puisqu'elle n'avait pas quitté la cuisine avant de mettre le couvert. Donc, la seule personne susceptible d'être intervenue, à ce moment-là, ne pouvait être que l'un des convives réunis dans la salle à manger. Brian avait repris ses esprits. « Et pourquoi seriez-vous suspecte ? Je veux dire, pourquoi auriez-vous eu recours à un poison ? Vous n'avez aucun intérêt dans les affaires de la famille. » Lucie se contenta d'ébaucher un sourire. « Mais, reprit Brian, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'être revenu à l'improviste. »« Nullement. Avez-vous l'intention de faire un séjour ici ? » ?»« Cela me serait un réconfort. Voyez-vous, je suis sans emploi pour le moment, et l'inaction ne vaut rien pour moi. Cependant, je crains d'importuner. »« Oh, votre belle-sœur, seule, pourrait objecter. » »« De ce côté, je n'ai aucune crainte. » Emma s'est toujours montrée compréhensive à mon égard, à sa façon. Elle n'est pas très expansive, et, parfois, elle a des idées noires. Rien d'étonnant. La vie à Rutherford Hall n'est pas folâtre, et les exigences de M. Crackenthorpe décourageraient les plus optimistes. Il est regrettable qu'Emma ne se soit pas mariée. Trop tard, maintenant, je suppose. Je ne le crois pas. Alors, un clergyman, peut-être ? Elle s'emploierait à développer les bonnes œuvres, l'association des mères, par exemple. Ce but seul ne semble pas décisif. Peut-être avez-vous raison. Oh, laissez-moi porter votre plateau. Et tous deux entrèrent dans la cuisine. Puis-je vous aider ? Demanda Brian. De nos jours, les gens n'apprécient guère un pareil endroit, mais tout me plaît dans cette maison. Vous m'objecterez qu'elle est vieux jeu et meublée en dépit du bon sens. Qu'importe, j'y ai pris goût. Et, dans ce vaste parc, on pourrait même atterrir en avion. Il s'empara d'un linge et commença à essuyer les cuillères et les fourchettes avant de reprendre la parole. Il semble regrettable que Rutherford Hall soit destiné à Cédric. La première chose qu'il fera sera de vendre le tout, puis il repartira pour l'étranger. Je ne peux pas comprendre pourquoi notre vieille Angleterre ne suffit pas à certains. Harold, lui aussi, liquiderait la propriété et, naturellement, elle serait trop vaste pour Emma. En revanche, Alexander et moi, nous y serions aussi heureux que des poissons dans l'eau. Naturellement, la présence d'une femme serait nécessaire. Il se prit à regarder Lucie, qui demeurait silencieuse. « Et, ajouta-t-il bientôt, à quoi bon évoquer tout cela ? Si Alexander héritait de ce paradis, cela signifierait que tous sont morts, et la chose est peu probable. En outre, mon beau-père me donne parfois l'impression de vouloir vivre au-delà de 100 ans. Ne serait-ce que pour décevoir ses héritiers. Je ne suppose pas que la mort d'Alfred l'a affecté outre mesure. »« Certainement pas. »« Drôle de bonhomme, » conclut Brian presque gaiement. Chapitre 22. Mrs. Skipper, la femme de charge, était tenace. « Épouvantable, les racontars de tous ces gens, » affirma-t-elle ce matin-là. « Naturellement, j'évite de les écouter dans la mesure du possible, mais le fait demeure. » Elle attendait une réponse qui eût satisfait sa curiosité. « J'en conviens, » dit simplement Lucie. Tout en affectant de frotter scrupuleusement le carreau de la cuisine et reculant à quatre pattes, tel un crabe, la femme de charge crut devoir insister. « À propos du cadavre trouvé dans le sarcophage, certains prétendent qu'il s'agit d'une petite amie que M. Edmond a eue pendant la guerre. Elle désirait s'installer ici, mais un mari jaloux l'a suivie et l'a tuée. Évidemment, tout est possible de la part de tels gens, mais je pense qu'après tant d'années, une pareille histoire est impossible. »« Sans doute, » murmura Lucie, sans plus. La brièveté de la réponse agit comme un aiguillon sur Mrs. Skidder. « On dit encore pis que cela. Par exemple, j'ai entendu raconter que M. Harold avait épousé une femme en France et qu'elle a découvert son deuxième mariage avec Lady Alice. Menacé de chantage, M. Harold n'a eu qu'une ressource, l'étrangler.
Inepte. Et je comprends que vous évitez d'écouter de pareilles choses. Mrs. Kidder se disposait à lancer une nouvelle attaque quand la cloche retentit dans le hall. « Je vais voir », dit Lucie, soulagée de mettre un terme à ce bavardage. « Peut-être est-ce le docteur Quimper. » Elle se trompait. Sur le seuil de la grande porte se tenait une femme grande et très élégante dans un manteau de vison. Devant le perron, une Rolls était arrêtée, chauffeur au volant. « Puis-je être reçue par Miss Emma Crackenthorpe ?» La voix était chaude et la femme jolie, 35 ans environ, chevelure brune et admirablement coiffée. « Je regrette, » répondit Lucie, « mais Miss Crackenthorpe est alitée et ne peut recevoir de visite. »« Je sais qu'elle a été malade, mais il est nécessaire que je lui parle. »« Je crains... » La visiteuse l'interrompit. « N'êtes-vous pas Miss Hayles Barrow ?» Elle eut un charmant sourire, avant d'ajouter. « Mon fils m'a parlé de vous. Je suis Lady Stoddart West. Alexander Eastley est chez nous pour le moment. »« Oh, je comprends. Et il me faut absolument voir Miss Crackenthorpe. Je sais tout à propos de sa maladie et soyez certaine que je ne fais pas une simple visite de politesse. Il s'agit des confidences de mon fils et d'Alexander à propos de Rutherford Hall. Elles sont assez graves pour justifier un entretien immédiat. Dans ces conditions, veuillez entrer, madame, je vais la prévenir. « Lady Stoddart West » s'écria Emma quand Lucie lui mentionna ce nom. Déjà, elle s'inquiétait. Serait-il arrivé un accident à Alexander ? Non, mais cette dame veut vous parler à tout prix au sujet des récents événements. Je dois donc la recevoir. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur la chambre de la convalescente, et Lucie introduisit la visiteuse. « Merci, je me sens beaucoup mieux. Et le docteur permet que je me lève dès demain, » répondit Emma à la première question de Lady Stoddart West. « Miss Crackenthorpe, je suis confuse de me faire annoncer à l'improviste, » reprit la mère du jeune Stoddart. « Je vous en prie, prenez place. Que puis-je ? Ma présence en un pareil moment peut vous sembler étrange, mais vous allez sûrement en comprendre la raison. Les jeunes gens m'ont raconté beaucoup de choses. Oh, ce que j'ai à dire n'est guère facile à exprimer, mais tant pis. Entre autres, Stoddart et Alexander m'ont assuré que la police soupçonne que la victime du sarcophage n'est autre qu'une jeune femme que votre frère, tué au début de la guerre, avait connue en France. Est-ce exact ? C'est une possibilité qu'on est obligé d'admettre, répondit Emma, d'une voix incertaine. Et pourquoi ce soupçon ? Les enquêteurs ont-ils trouvé des lettres, des papiers d'identité ? Le seul indice est une lettre que m'a envoyée cette Martine. Comment ? Vous avez reçu une lettre de Martine ? Oui, elle m'informait qu'elle était à Londres et désirait me voir. En conséquence, je l'ai invitée, mais un télégramme m'a avisé qu'elle était obligée de rentrer en France sur le champ. Aucune nouvelle depuis. Cependant, on a trouvé, dans notre parc, une enveloppe portant son adresse, ce qui laisse supposer que cette personne s'est bien rendue à Rutherford Hall. Je ne vois pas... Lady Stoddart West ne la laissa pas achever. Vous ne voyez pas en quoi cela peut justifier ma visite, et, à votre place, j'aurais la même pensée. Mais, après avoir entendu les jeunes garçons, j'ai voulu vérifier leurs propos, car... « Car » répéta Emma, dont l'anxiété croissait. « Je suis Martine. Martine Dubois, mon nom de jeune fille. » Emma fixait son interlocutrice et son regard prouvait amplement que cette révélation la dépassait. « Vous ? Martine » s'écria-t-elle, incrédule. « Sans le moindre doute. J'ai connu votre frère Edmond dès les premiers jours de la guerre. Il était cantonné chez nous. La suite est facile à comprendre. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre et nous avions décidé de nous marier, mais ce fut la débâcle de Dunkerque. Edmond fut porté disparu.
Puis j'ai reçu confirmation de sa mort. Ne parlons pas de ces pénibles moments. Ils sont très loin. Qu'il me soit simplement permis de vous dire que j'ai beaucoup aimé votre frère. Vinrent ensuite les sinistres réalités de l'occupation allemande. Devenu membre de la Résistance, j'avais pour mission d'aider des Britanniques à rentrer en Angleterre. C'est ainsi que je fis la connaissance de celui qui est maintenant mon mari. Il avait été parachuté en mission secrète. Nous nous sommes mariés à la fin des hostilités. À 2 reprises, j'ai eu l'idée de vous écrire, mais je me suis ravisée. À quoi cela eût-il servi de raviver des souvenirs ? J'avais refait ma vie. Toutefois, j'ai éprouvé une grande joie quand j'ai découvert que le meilleur ami de mon fils, à l'école, était le propre neveu d'Edmund. À la vérité, Alexander ressemble beaucoup à votre frère, et je suis certaine que cela vous a frappé. Emma était bouleversée. Lady Stoddard West se pencha vers elle. « Maintenant, chère Emma, permettez-moi de vous appeler ainsi. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu vous révéler la vérité. Il faut que la police soit avisée au plus vite. Un fait est certain, la victime du sarcophage peut être n'importe qui, sauf Martine. Ainsi, et je n'ose encore l'admettre, vous êtes cette Martine au sujet de laquelle mon cher frère m'avait écrit, mais dans ces conditions, la lettre que j'ai reçue n'a pas été envoyée par moi. Alors, quelqu'un a voulu jouer le rôle de Martine pour essayer d'extorquer la forte somme, mais qui ? Emma réfléchit un instant avant de répondre. Je suppose que des personnes ont été au courant des projets d'Edmund et de moi-même. Ce n'est pas impossible, mais à l'époque, il n'y a eu aucune confidence de ma part à qui que ce soit, et depuis mon arrivée en Angleterre, pour mon mariage, je n'ai jamais fait la moindre allusion au passé. Pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps pour tenter une sorte de chantage ? Toute cette affaire est vraiment curieuse. Elle me fait perdre la tête. Nous devons aviser l'inspecteur Craddock et lui demander ce qu'il pense de tout cela. Les traits d'Emma s'adoucirent, et ses yeux exprimaient une certaine sympathie quand elle ajouta « Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous connaître. » Et moi, de même. Edmund m'avait souvent parlé de vous. Il vous portait une vive affection. Voyez-vous, je suis comblée dans ma vie actuelle, mais on n'oublie pas complètement. Un long soupir, et Miss Crackenthorpe murmura « Tant que j'ai cru à l'assassinat de Martine, cette affaire m'a semblé impliquer toute la famille. Maintenant, je me sens presque libérée. J'ignore l'identité de la victime, mais une chose est certaine. Elle n'a aucun lien avec nous. » Chapitre 23. L'élégante secrétaire apporta à Harold Crackenthorpe sa tasse de thé habituelle. « Merci, Miss Ellis. Je rentrerai chez moi de bonne heure. »« Peut-être n'auriez-vous pas dû venir au bureau aujourd'hui ? Vous semblez très fatigué. » Le fait était qu'Harold Crackenthorpe se sentait encore déprimé. Quoi de plus naturel après toutes ces émotions ? Enfin, le plus dur était passé. « Extraordinaire, » se prit-il à penser, tout en sucrant son thé. Alfred est mort, et le père a résisté. Le père qui a 73 ou 74 ans et se plaint sans cesse. En revanche, Alfred jouissait d'une excellente santé. Curieux, en vérité. Harold se laissa glisser sur son fauteuil. La secrétaire avait raison. Il n'était pas dans son assiette. Cependant, il avait tenu à se rendre à son bureau. Il lui fallait absolument savoir comment les affaires évoluaient. Un simple coup d'œil, certes, mais un coup d'œil nécessaire. Tout en réfléchissant, l'homme d'affaires jetait un regard autour de lui. Tout, dans cette pièce, respirait la prospérité. Les meubles, les tapis, l'éclairage. Et il fallait qu'il en soit ainsi pour inspirer confiance. De fait, le monde des affaires croyait encore à sa stabilité financière. Mais le krach ne pouvait être différé plus longtemps. Ah, si son père était mort à la place d'Alfred. Comme il se devait,
tous ses soucis se seraient envolés. Harold tenta de se ressaisir. Rester sûr de lui, voilà qui permettrait de donner le change. Au diable cet Alfred, qui n'avait jamais su cacher ce qu'il était, un besogneux craignant des spéculations d'envergure et dont les basses roueries ne manquaient jamais d'éveiller les pires soupçons. Tout bien considéré, il n'avait jamais aimé cet avorton de frère et sa mort n'était pas une grande perte. Même sa disparition allait lui permettre, à lui, Harold, de toucher une plus grande part de la fortune de Josiah, le grand-père. 4 héritiers au lieu de 5, une différence appréciable, en fin de compte. Cette pensée ranima Harold. Il se saisit de son chapeau et de son pardessus. Mieux valait prendre quelque repos pendant un jour ou deux, le temps de se remettre complètement d'aplomb. Darwin, son valet de chambre, l'accueillit sur le seuil de son domicile. « Lady Alice vient d'arriver, dit-il. Un moment, Harold le regarda sans comprendre. Puis il se souvint. Eh oui, il avait oublié que sa femme rentrait du midi de la France. Une bonne chose, se rappelle, car il eût été indécent de paraître surpris. À la réflexion, cela n'aurait pas eu grande importance. Son épouse, ni lui-même, ne se faisaient d'illusions sur les sentiments qu'ils éprouvaient à l'égard l'un de l'autre. Peut-être l'aimait-elle, après tout. Il n'aurait pu exprimer une opinion à cet égard. À tout prendre, Lady Alice fut la source de grandes déceptions. Certes, sa famille et ses relations avaient eu leur utilité, mais pas autant qu'Harold l'eût désiré. Il s'était marié avec l'espoir d'avoir des enfants qui auraient profité des titres de noblesse et de l'entourage de leur mère. Et il n'y avait eu aucune descendance. Le couple vieillissait dans la monotonie. Aussi Alice avait-elle pris l'habitude de faire des séjours chez des amis et de passer une partie de l'hiver sur la Riviera, déplacement qui leur convenait à tous deux. Le temps de se composer un visage, et Harold pénétra dans le grand salon. « Heureux de vous revoir, ma chère, » dit-il à Alice, installée dans un fauteuil. « J'aurais voulu vous accueillir à la descente du train, mais les affaires m'ont retenu, et je suis rentré le plus rapidement possible. Comment vont les choses à Saint-Raphaël ?» Mince, avec une chevelure blond roux, un nez busqué et des yeux couleur noisette sans expression, elle répondit de cette voix affectée et monotone qui est, dit-on, l'une des caractéristiques de l'aristocratie britannique. Oui, Saint-Raphaël était toujours aussi plaisant, et elle avait fait un bon voyage, bien que la traversée de la Manche eût été mouvementée. Quant à la douane, à Douvres, elle se montrait toujours insupportable. « Pourquoi n'avez-vous pas pris l'avion ? Cela eût tout simplifié. »« Sans doute, mais je n'aime pas les traversées aériennes. Elles me portent sur les nerfs. »« Elles permettent de gagner du temps. » Lady Alice Crackenthorpe réprima un sourire. Peut-être pensait-elle que son seul souci était de chercher à passer le temps et non pas à en gagner. « À propos, dit-elle, le télégramme envoyé par Emma m'a inquiétée. Vous avez été très malade ? » ?»« Oui, répondit Harold, mais je suis rétabli. » Mon émotion était d'autant plus grande que j'avais lu dans un journal qu'une famille entière avait été empoisonnée par des aliments avariés. Les frigidaires sont parfois dangereux. Les gens l'oublient. Possible. Un instant, Harold fut tenté de révéler la cause de sa maladie, l'arsenic. Mais l'attitude impassible de sa femme l'en dissuada. Dans le monde d'Alice, pensa-t-il, il n'y a, apparemment, aucune place pour l'empoisonnement par une telle drogue. La haute société se contente de lire les reportages des gazettes sur les crimes de ce genre. Différence de milieu, sans doute. L'arsenic avait joué un grand rôle chez les Crackenthorpe. Dans sa chambre, Harold se reposa pendant près de 2 heures avant de passer son habit pour le dîner, en tête-à-tête avec Alice. À table, la conversation se borna aux habituelles platitudes, jusqu'au moment où sa femme interrompit des considérations anodines sur des amis communs. « Il y a un petit paquet pour vous, sur la table du hall, dit-elle. Puis, changeant brusquement de sujet, elle ajouta « Il me revient qu'à Saint-Raphaël, on m'a dit que le cadavre d'une femme avait été trouvé à Rutherford Hall. Je suppose qu'il y a 2 propriétés portant ce nom. »
Erreur, ma chère. Il s'agit bien de la nôtre. Le cadavre se trouvait dans une dépendance. Vraiment, Harold, je suis surprise. Une telle découverte chez votre père, et vous ne m'avez rien dit. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous relater la chose, et cette affaire est déplaisante. Naturellement, aucun rapport avec la famille, mais nous avons reçu la visite de la police à plusieurs reprises. Très ennuyeux. Ont-ils trouvé le coupable? Pas encore. Quelle sorte de femme était la victime? On l'ignore. Il s'agirait d'une Française. Oh, une étrangère, dit-elle avec un certain dédain. Après le repas, Harold alla prendre le petit paquet dont sa femme lui avait parlé, puis passa dans le salon où Alice l'attendait. Assis en face d'elle, il ouvrit le paquet qui contenait une boîte recouverte de l'étiquette du pharmacien de la ville à Brackhampton. Au-dessous de l'adresse était écrit « Prendre 2 comprimés au coucher ». Harold parut étonné. Les comprimés qui se trouvaient à l'intérieur de la boîte étaient similaires à ceux qui lui avaient été prescrits après son empoisonnement à Rutherford Hall. Cependant, Kemper lui assura avant son départ qu'il était guéri et tout médicament inutile. « Qu'avez-vous, cher ?» s'enquit Alice. « Vous paraissez soucieux. »« C'est à propos de ces comprimés. Le docteur m'avait pourtant dit de ne plus en prendre. »« Peut-être avez-vous mal entendu. Ne vous aurait-il pas conseillé, au contraire, de continuer à les prendre ?»« C'est possible, » répondit Harold sans grande conviction. Sa femme semblait le fixer avec curiosité. Souvent, il se demandait ce qu'elle pensait exactement, mais impossible de lire quoi que ce soit dans son regard. Ses yeux évoquaient les fenêtres ouvertes d'une maison vide. L'avait-elle épousé simplement en raison de ses succès d'homme d'affaires et parce qu'elle était lasse de la pauvreté de sa famille, des aristocrates ruinés? Si tel était le cas, elle n'avait pas eu à se plaindre. Une splendide auto, un hôtel particulier et des voyages à loisir. Puis la pensée d'Harold se reporta, une fois de plus, sur l'héritage du grand-père. Inique, ce testament qui les obligeait à danser sur une corde, pour ainsi dire. Et son père, le vieux Luther, qui ne se décidait pas à quitter ce monde. Sûrement, il ne pouvait vivre éternellement, sinon. Et Harold se sentit encore plus fatigué. Alice ne le quittait plus des yeux, et leur terne regard accentuait le malaise de son mari. « Je crois que je vais aller me coucher, » dit-il soudainement. « N'oubliez pas que je viens de faire ma première sortie. »« Excellente idée. Je suis certaine que le docteur vous a conseillé de vous ménager. » Les docteurs donnent toujours ce conseil. « Et pensez à prendre vos comprimés. » Elle lui tendit la boîte qu'il avait déposée sur une petite table. Dans sa chambre, Harold fut pris d'un léger vertige. Oui, il avait besoin d'un reconstituant. Sans hésiter, il se saisit de 2 comprimés et les avala. Chapitre 24. Maudite affaire! Personne n'aurait pu l'embrouiller mieux que moi, dit Dermot Craddock, maussade à souhait. Il était assis dans un fauteuil, bras ballants et jambes allongées, attitude qui choquait quelque peu dans un petit salon encombré de bibelots. À la vérité, l'inspecteur donnait l'impression d'un homme las, découragé, à bout d'arguments même. De sa voix apaisante, Miss Marple s'efforça de le réconforter. « Vous avez agi avec discernement, mon cher ami. Et j'ai laissé empoisonner toute une famille. Alfred Krakenthorpe est mort, puis Harold l'a suivi dans la tombe. Que diable se passe-t-il dans cette damnée maison? Voilà ce que mon fameux discernement devrait me permettre de savoir. » « Pour Harold, demanda Miss Marple, il s'est bien agi de comprimés contenant un poison. » Pas le moindre doute. Procédé aussi diabolique qu'expéditif. Ces comprimés avaient la forme et le poids de ceux prescrits à la victime immédiatement après l'empoisonnement. Dans la boîte même se trouvait une note tapée à la machine, à prendre selon l'ordonnance du docteur Kemper. Or, celui-ci n'a pas donné l'ordre de renouveler ce médicament, et, par surcroît,
Le couvercle portait l'étiquette du pharmacien de la famille, qui ignore tout de l'envoi de la boîte. Pour cause, elle a été subtilisée à Rutherford Hall. À Rutherford Hall? En êtes-vous absolument certain? Oui, nous avons procédé à une enquête approfondie. La dite boîte n'est autre que celle qui contenait initialement les pilules sédatives d'Emma. Emma? Nous avons relevé ses empreintes, ainsi que celles de la nurse et du pharmacien qui, à défaut des comprimés d'Harold, avait bien préparé les pilules de Miss Krakenthorpe. Aucune trace d'autres empreintes. L'expéditeur des comprimés était prudent. De quel poison s'est-il servi? D'aconite, cette fois. Cradock émit une sorte de grognement, puis il crut devoir s'excuser. Ne tenez aucun compte de mes réactions. Je suis furieux. Quelle ressource me reste-t-il, sinon me confier à vous? Je suis touchée de votre confiance, reprit Miss Marple, et mes sentiments à votre égard me permettent de comprendre votre état d'esprit. Une vague approbation, et l'inspecteur s'agita de nouveau. Le fait demeure que j'ai tout gâché. Mon chef m'envoie spécialement ici, et j'ignore encore le nom du coupable. Impossible de faire la lumière sur le sort d'Alfred et de Harold. Par surcroît, je n'ai aucune idée de l'identité de la femme du sarcophage. Un moment, j'ai cru que l'histoire de cette Martine allait nous mettre sur la voie, et voilà que la femme qui a porté réellement ce nom n'est autre que Lady Stoddard West. Autre coup de massue. Anna Stravinska n'a absolument rien à voir avec le crime. Rien à voir? Est-ce prouvé? Étonné, Cradock dévisagea son interlocutrice. Souvenez-vous de la carte envoyée de la Jamaïque, dit-il. La vieille demoiselle hocha la tête. N'importe qui peut recevoir une carte envoyée de n'importe où. Tenez, je me souviens d'une amie qui, souffrant d'une forte dépression nerveuse, eut l'idée de se faire soigner dans une clinique. À seule fin de ne pas effrayer sa famille, elle écrivit une douzaine de cartes postales qu'elle fit envoyer aux siens de plusieurs villes de l'étranger, donnant à entendre qu'elle voyageait pour son plaisir. Cela vous donne-t-il une idée? L'inspecteur hocha la tête. La vérité est que j'aurais ordonné une enquête approfondie sur l'origine de la carte si le cas Martine ne m'avait pas semblé résoudre le problème. Trop facilement, peut-être. Vous êtes sévère, répliqua Cradock. Mais serrons plutôt les faits de près. Lady Stoddard West, n'ayant pas écrit la lettre signée Martine Krakenthorpe, une autre personne s'en est chargée. Une personne qui prétendait être Martine et allait essayer de toucher la forte somme. D'accord. N'oublions pas l'enveloppe de la lettre qu'Emma a expédiée à l'adresse donnée par la soi-disant Martine. Et où l'a-t-on découverte? Sinon à Rutherford Hall même. Donc, la personne qui l'a reçue a dû se rendre dans cette propriété. Un instant, je vous prie. La femme étranglée n'est pas venue à Rutherford Hall, interrompit la vieille demoiselle. Pas vivante, en tout cas, puisque son cadavre a été jeté hors d'un train. La présence de l'enveloppe prouve simplement que l'assassin, lui, a pénétré dans le domaine des Krakenthorpe. Disons qu'en fouillant sa victime, il a trouvé ladite enveloppe et qu'il s'en est saisi. Puis, pressé de s'enfuir, il l'a laissé tomber par mégarde. Ou bien, je me le demande maintenant, s'agit-il vraiment d'une négligence? Que voulez-vous dire? Rassemblez vos souvenirs. L'inspecteur Bacon, d'abord, vos propres assistants, ensuite, ont sûrement poussé leurs recherches à fond, dès l'alerte donnée, et ils n'ont rien trouvé. C'est plus tard que l'enveloppe a été ramassée dans le réduit où se trouve la chaufferie. En effet, nos enquêteurs avaient déjà mis ce réduit sans dessus-dessous, sans résultat. Pourtant, le vieux jardinier a l'habitude d'y rassembler chaque jour tout ce que les gens jettent un peu partout. Donc, cette enveloppe n'a pas été jetée sur le champ, et sa découverte tardive a permis à Alexander et à Stoddard West de vous la remettre. Insinuez-vous que quelqu'un est intervenu dans ce but? Je me le demande. Tout compte fait, il était facile de se douter des endroits que les jeunes gens allaient successivement inspecter.
Je suis portée à croire que cette enveloppe vous a également incité à oublier Anna Stravinska. Selon vous, cette femme serait... Disons seulement que quelqu'un a dû s'alarmer quand vous avez ouvert une enquête à son sujet et que ce quelqu'un a agi en conséquence. Cradock devenait nerveux. Tenons-nous-en au fait de base, à savoir qu'une personne X entendait jouer le rôle de Martine et que, pour une quelconque raison, elle y a renoncé. Pourquoi ? Point capital. Essayons de trouver une réponse. On envoie à Rutherford Hall un télégramme annonçant que Martine est obligée de rentrer immédiatement en France. Ensuite, le même on prend ses dispositions pour voyager dans le même train qu'une inconnue et l'étrangle en cours de route. Une inconnue ? Pas tout à fait. La réalité me paraît plus simple. Qu'insinuez-vous ? S'écria Cradock. Savez-vous, oui ou non, quel rôle jouait la femme étranglée et qui elle était ? La vieille demoiselle soupira. Donner une réponse catégorique me semble difficile. Entendez par là que, si j'ignore encore certains détails, en revanche, sa situation de famille, au moment du crime, semble se préciser. Vous me comprenez ? Cradock rejeta brusquement sa tête en arrière. Pas du tout, avoua-t-il. Son regard s'étant porté vers la fenêtre, il eut un sursaut. Oh, voici votre Lucy Hayles Barrow. Dans ces conditions, je me retire. Mon amour-propre a été mis à rude épreuve cet après-midi, et le spectacle d'une jeune femme absolument sûre d'elle-même me serait trop pénible. Eh bien, nous reprendrons cette conversation un peu plus tard, conclut Miss Marple. Chapitre 25. J'ai cherché le mot tontine dans le dictionnaire, dit Lucie, après l'échange habituel de brèves formules de politesse. Voilà ce qui ne me surprend guère, répondit Miss Marple, sans se départir de son calme. Et qu'avez-vous trouvé ? Ceci. Lorenzo Tonti, banquier italien, a imaginé en 1653 une sorte de mutuelle qui permet la reversabilité des parts des souscripteurs décédés au profit des survivants. Cette définition peut s'appliquer à l'affaire de Rutherford Hall, et je suis certaine que vous l'avez pensé, même avant la mort d'Alfred et d'Harold. La jeune femme se prit à marcher de long en large dans le salon, sans but apparent. Son visage était impénétrable. Brusquement, elle mit un terme à sa promenade en zigzag. Je suppose qu'un testament de ce genre eût tenté le diable. N'est-il pas conçu en des termes tels que le dernier survivant encaisserait le tout ? Cependant, la part de chacun était déjà impressionnante et aurait dû satisfaire tous les bénéficiaires. « Le malheur est, interrompit Miss Marple, que la cupidité finit souvent par l'emporter. Oh, les gens ne pensent pas, d'emblée, à commettre un crime, et cette seule suggestion les ferait frémir d'horreur. D'abord, on se réjouit à l'idée qu'une somme rondelette assurera votre avenir, puis un beau jour, on se prend à penser que si on était le seul bénéficiaire, les choses iraient encore mieux. Peu à peu, la tentation grandit. Et c'est ainsi que 3 crimes sont commis. D'abord la femme qui jouait le rôle de Martine dans le but d'obtenir une part d'héritage, ensuite Alfred et Harold. En somme, il ne reste que 2 suspects. Cédric et Emma ? Emma ne ressemble pas à un homme grand et brun. Je parle de Cédric et de Brian Eastley. Ce dernier n'est pas brun. D'accord, mais l'autre jour... Un silence. Je vous en prie, insista Miss Marple, confiez-vous à moi, vous me paraissez nerveuse. Eh bien, après sa visite à Miss Krakenthorpe, Lady Stoddard West se préparait à monter en voiture, quand elle s'est retournée vers moi et m'a demandé qui était cet homme brun et de haute taille qu'elle avait entrevu sur la terrasse au moment où elle était arrivée à Rutherford Hall. Tout d'abord, je ne compris pas de qui il pouvait s'agir, Cédric étant encore alité. Aussi lui demandai-je, d'instinct, « Vous ne voulez pas parler de Brian Eastley ?» Et, à ma grande surprise,
Elle s'écria « Oui, je me souviens de lui. C'est bien le chef d'escadrille, Eastley. » Le groupe de résistants auquel j'appartenais l'a caché en France pendant l'occupation, et son physique n'est pas de ceux qu'on oublie. Je voudrais lui dire quelques mots, mais nous n'avons pu le rejoindre. Impassible, Miss Marple écoutait. Et un peu plus tard, ajouta Lucie, je me suis décidée à l'observer. Il était debout dans le jardin, me tournant le dos, et je vis ce qui aurait déjà dû me frapper, à savoir que même s'ils sont assez clairs de nature, les cheveux d'un homme peuvent paraître foncés, à quelque distance, quand ils sont recouverts de l'un de ces produits destinés à vaincre les mèches rebelles. En conséquence, il est impossible d'affirmer en toute certitude que Brian n'est pas l'homme que votre amie, Mrs. McGillicuddy, a aperçu dans le fameux train. « Vous ne m'apprenez rien, » dit gentiment Miss Marple. Lucie eut un léger sursaut. « Je suppose qu'aucun détail ne vous échappe, » dit-elle amèrement. « M'occuperai-je de cette sorte d'affaires dans le cas contraire ? Je l'admets. Mais je ne comprends pas quel intérêt aurait eu Brian à... Je veux dire que la part d'héritage irait à Alexander, son fils, et que lui-même ne pourrait en disposer facilement. À moins qu'Alexander ne meure avant sa majorité. Alors, horrifiée, Lucie s'écria « Qu'insinuez-vous ? Aucun père ? Je comprends vos sentiments, ma chère, mais tout est possible sur cette terre. J'ai connu une femme qui a empoisonné 3 de ses enfants pour essayer de toucher une assurance. Puis une autre, dont la fille et le fils sont morts presque subitement, alors qu'elle-même prétendait souffrir d'une intoxication. Naturellement, elle était coupable. Toujours l'argent. Mais ne vous tourmentez pas outre mesure. Elspeth McGillicuddy sera bientôt auprès de nous. Et comment ne serais-je pas tourmentée ? Je me suis prise d'intérêt pour la famille Krakenthorpe. Je sais combien votre comportement à son égard est délicat, d'autant que vous vous êtes profondément attaché à 2 de ses membres, pour des mobiles différents. « Que dois-je comprendre ?» demanda Lucie sur ses gardes. « Je veux parler des 2 fils survivants, » répondit Miss Marple. « Plus exactement, du fils et du beau-fils. Soit dit en passant, il est curieux que les moins sympathiques aient trouvé la mort, alors que les plus attrayants sont encore en vie. Ainsi, Cédric Krakenthorpe exerce un certain charme, bien qu'il se complaise assez souvent à provoquer les gens. J'avoue qu'à certains moments, son attitude me rend folle, admit Lucie. Mais cela ne vous déplaît pas, ma chère. Vous êtes une femme d'action, et faire front aux attaques semble vous convenir. En revanche, Monsieur Eastley est un timide. Même on peut le comparer à un petit garçon qui cherche un appui. Et, par contraste, cette faiblesse répond à votre besoin de protéger les faibles. Un dilemme. Vous parlez d'or, mais l'un des 2 est un assassin. Et lequel ? Cédric semble se désintéresser complètement de la mort d'Alfred et d'Harold. Il passe le plus clair de son temps à faire des plans au sujet de la propriété paternelle qui, maintenant, doit lui revenir. Cynisme affecté, me direz-vous ? Il y a toutefois des limites. Quant à Brian, son attitude est équivoque. Loin de se lamenter sur les crimes commis, il ne cesse de vanter le charme de Rutherford Hall. Oh, il ne fait pas de projet précis, comme son beau-frère. Avec lui, tout se passe comme dans un rêve. Il dépeint le charme de la vieille demeure et de son parc, et insiste sur la joie qu'il éprouverait à y vivre avec son fils. Un leitmotiv. Et combien lancinant. « Je comprends, » murmura la vieille demoiselle. « Mais est-ce là tout ce qui vous préoccupe ? N'y a-t-il pas autre chose ?» Lucie hésitait, mais elle ne put résister au regard pénétrant de sa vieille amie. « Vous avez deviné. Rien ne prouve que Brian n'a pas voyagé dans le train du crime. »« Celui qui part de Paddington à 16h33 ? » ?»« Oui. Vous savez qu'Emma a éprouvé le besoin de donner à l'inspecteur Craddock son emploi du temps pour la fatale journée du vendredi 20 décembre. Or, elle a déclaré s'être rendue à la gare pour accueillir Brian,
qui arrivait par le train de 16h50. Mais comment exclure que Brian soit descendu, en réalité, du train précédent, celui de 16h33, et ait prétendu avoir pris le suivant? Il y avait foule ce jour-là, et Emma a très bien pu le rencontrer dans le hall, et non pas à la descente du train. Certes, ce ne sont que des suppositions, mais rien de plus angoissant que le doute. Et comment ne pas avoir de soupçons? Il ne reste que 2 suspects. Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité. « Erreur, » répliqua Miss Marple. « Les choses n'en resteront pas à ce point. Les assassins deviennent imprudents quand ils ont récidivé. Mais calmez-vous, ma chère. La police est sur place en permanence et surtout, n'oubliez pas que l'arrivée d'Elspeth McGillicuddy est imminente. » Chapitre 26. 1. Donc, Elspeth, vous avez compris ce que je désire vous voir faire. J'ai des oreilles pour écouter, répondit Miss McGillicuddy. Mais cette mise en scène paraît étrange. Vous exagérez. Votre calme me dépasse. Réfléchissez un peu. Je dois vous accompagner à Rutherford Hall, simuler un malaise et demander à m'isoler. Il gèle à pierre fendre, ma chère, et vous pourriez avoir mangé quelque chose d'indigeste. Cela arrive parfois, convenez-en. Admettons. Mais révélez-moi au moins votre but. Précisément ce que je veux éviter. Vous êtes plutôt exigeante, Jane. D'abord, vous m'ordonnez de quitter Ceylan plus tôt que je ne le désirais. Il était impossible d'attendre, car je crains qu'il n'y ait une nouvelle victime. Oh, je sais que la police a pris toutes sortes de précautions, mais l'assassin peut être plus adroit qu'elle. Donc, cher ami, il vous fallait venir. Oh, j'entends le taxi. Mrs. McGillicuddy revêtit aussitôt son habituel manteau poivre et sel, tandis que Miss Marple s'enveloppait dans plusieurs châles. Puis, les 2 amies prirent place dans la voiture qui se dirigea vers Rutherford Hall. 2. Qui peut venir nous voir? Demanda Emma, qui se tenait près de la fenêtre. Quelle surprise! C'est la tante de Lucie. Une raseuse, s'écria Cédric. Qu'on lui dise que nous sommes sortis. Sa sœur n'eut pas le temps de répondre, car Mrs. Hart, la femme de charge, ouvrit la porte et, écartant ses lainages, Miss Marple entra, accompagnée d'une personne imposante à souhait. « J'espère, » dit la vieille demoiselle, serrant la main qu'Emma lui offrait, « que nous ne vous dérangeons pas. Je rentre chez moi à Sainte-Marie-Mède dès demain, et je ne voulais pas partir sans vous remercier de toutes vos bontés à l'égard de Lucie. Mais j'allais oublier. Permettez-moi de vous présenter Mrs. McGillicuddy, une amie qui va résider chez moi. » Ravie, assura celle-ci, tout en regardant Miss Crackenthorpe avec insistance, avant de porter son attention sur Cédric. La porte s'ouvrit de nouveau et Lucie apparut. « Vous, ma tante, j'ignorais totalement que... Je me devais de prendre congé de Miss Crackenthorpe, qui a été si bienveillante pour vous, » répondit la vieille demoiselle. « À vrai dire, » repartit Emma, « c'est moi qui devrais remercier votre nièce. »« Exact, » intervint Cédric. « Nous lui avons mené la vie dure avec tous nos malades. »« J'espère qu'ils sont guéris, » s'enquit Miss Marple. « Tout à fait. » Lucie m'a confié qu'il s'était agi d'une intoxication d'ordre alimentaire, des champignons peut-être. La cause exacte demeure mystérieuse, murmura Emma. Cédric ricana. Ne le croyez pas. Au surplus, je suis certain que la rumeur publique est parvenue jusqu'à vous. Miss Marple. Eh bien, Miss Marple, il n'est tel qu'un poison pour délier les langues. Cédric, s'écria Emma, ne tenez pas de tels propos. Vous oubliez les recommandations de l'inspecteur Craddock. Bah, ironisa l'artiste, tout le monde est au courant, même ces dames. Il se tourna vers Miss Marple et Mrs. McGillicuddy. Pour ma part, répondit celle-ci, j'arrive de l'étranger.
Dans ces conditions, reprit Cédric, vous ne savez pas grand-chose au sujet de notre petit scandale. Eh bien, on nous a tout simplement servi un curry assaisonné d'arsenic. Et la tante de Lucie, elle, ne l'ignore pas. Soudain, M. Krakenthorpe fit irruption dans la bibliothèque, l'air courroucé. « Alors, pas de thé aujourd'hui ? Et pour quelle raison ?» Apercevant Lucie, il l'interpella. « C'est vous, la responsable, n'est-ce pas ?»« Le thé est prêt, » répondit-elle sans sourciller, « et je vais le servir. » Elle sortit aussitôt, tandis qu'Emma présentait les deux visiteuses à son père. Déjà, celui-ci grommelait de nouveau. « J'entends qu'on soit ponctuel. Exactitude et économie, telle est ma devise. » Miss Marple esquissa un sourire. « Excellente, à notre époque. Avec tous ces impôts. »« Les impôts, ne m'en parlez pas. Attendez, mon gaillard, ajouta-t-il, tourné vers Cédric. Et plus tard, le gouvernement vous prendra tout. Capital et revenus. Quant à cette propriété, il en fera un centre d'hébergement. » À ce moment, Lucie revint avec une grande théière en argent et un plateau rempli d'appétissants sandwichs. Porteur d'un superbe gâteau, Brian Eastley la suivait de près. « Que signifie ce luxe ?» gronda M. Krakenthorpe. « On donne une réception sans me consulter ?» Le visage d'Emma s'empourpra. « Nous attendons le docteur Quimper, père. C'est son anniversaire. »« Qu'a-t-il à faire d'un anniversaire ? Seuls les enfants y ont droit, et je défends même qu'on fête le mien. » Cédric faillit éclater de rire. « Voilà qui économise les bougies, dit-il. »« Cela suffit, mon garçon, » s'écria le vieillard. Sans doute pour alléger l'atmosphère, Miss Marple intervint. « Quelle vue splendide, dit-elle, un doigt pointé vers la fenêtre. Ce parc est immense, et quel calme !»« Plutôt un anachronisme, » répondit Emma. « Si les fenêtres étaient ouvertes, vous n'entendriez que très vaguement le bruit du trafic. » À ce moment, Miss Marple laissa tomber son sac à main que Cédric s'empressa de ramasser. Curieuse coïncidence, Mrs. McGillicuddy se rapprocha d'Emma et, paraissant angoissée, lui glissa quelques mots à l'oreille. Angoisse peut-être sincère, car la mission dont la digne dame avait été chargée ne laissait pas de l'inquiéter. Quoi qu'il en fût, Emma fit preuve de compréhension. « Un petit malaise, ne vous tourmentez pas, Lucie va vous conduire au premier étage. » Après leur départ, Miss Marple crut devoir donner une explication. Avec ce froid et... Brian Eastley, qui regardait au dehors, l'interrompit. « Oh, ce vieux Quimper se décide à venir. » Une voiture s'était arrêtée devant le perron et le docteur entra rapidement. « Quel temps! Il va neiger. Voilà mon diagnostic. Hello, Emma, comment allez-vous? Mais en l'honneur de qui? Cette magnifique pâtisserie. Ne m'avez-vous pas dit que votre anniversaire... » Certes, mais je ne m'attendais pas à pareille fête. Bien des années se sont écoulées depuis... Voyez-vous, on m'oubliait. Il paraissait profondément ému. « Connaissez-vous le docteur Quimper, Miss Marple ?» demanda Emma. « Certainement, » s'empressa de répondre la vieille demoiselle. « Je l'ai déjà rencontré ici même, et il est venu m'ausculter, tout récemment, à la suite d'un refroidissement. Très aimable, en vérité. » Complètement remise, je suppose, s'enquit Quimper. Ce que Miss Marple admit aussitôt. Mais M. Krakenthorpe s'agitait. « Vous n'êtes pas venu me voir ces jours-ci, Quimper. Je pourrais mourir sans que cela vous affectât autrement. »« Je ne vous vois pas passer de vie à trépas avant longtemps, » répondit gaiement le praticien. « Vous parlez d'or, » grommela le vieillard. « Mais qu'attendons-nous pour prendre le thé ?»« Je vous en prie, » dit Miss Marple. « Ne tenez pas compte de l'absence de mon amie, sinon elle serait furieuse. » Déjà, Brian offrait les sandwichs que Miss Marple semblait regarder avec attention. « Que contiennent-ils » demanda-t-elle posément. « Un excellent pâté de poisson, » répondit Brian. « J'ai aidé à sa préparation. » Un rire sinistre l'interrompit. « Avec du poisson empoisonné !» s'écria M. Krakenthorpe. « Il vous faudra le manger à vos risques et périls. »« Je vous en prie, père !» s'écria Emma.
Mais le vieillard passa outre. « 2 de mes fils ont déjà été tués, comme des mouches. » « Ne vous laissez pas impressionner, Miss Marple, » coupa Cédric, qui tendit de nouveau le plateau au sandwich. « Vous d'abord, » ordonna son père. « Alors c'est moi, le cobaye ? Entendu. » Et il s'exécuta aussitôt, tandis que Miss Marple souriait gentiment. « Vraiment, vous êtes admirable. Un tel courage après tous ces incidents. » Puis elle imita Cédric. Soudain, elle eut un sursaut, s'efforçant de reprendre son souffle. « Une arrête, » murmura-t-elle d'une voix haletante. « Là, dans ma gorge. » Quimper se leva d'un bond et se saisit de sa trousse dans laquelle il choisit un petit objet en métal avant de demander à la vieille demoiselle d'ouvrir largement la bouche. Avec une rapidité toute professionnelle, il s'affairait dans la gorge de l'accidenté, quand Mrs. McGillicuddy revint dans la pièce, suivie de Lucy. En regardant la scène qui s'offrait à sa vue, Miss Marple renversée sur sa chaise tandis que le docteur lui tenait le cou, la dame poussa un cri. « C'est lui, l'homme du train !» Avec une incroyable rapidité, Miss Marple se dégagea des mains du docteur et se dirigea vers son amie. « J'étais certaine que vous le reconnaîtriez, Elspeth, » dit-elle avec autorité. « Non, ne dites plus un mot. » Elle se tourna vers Quimper. « Voyez-vous, docteur, quand vous avez étranglé votre victime dans un wagon, vous ne pouviez pas vous douter qu'un témoin surprendrait votre geste. Or, mon amie ici présente, Mrs. McGillicuddy, se trouvait dans un train qui roulait parallèlement au vôtre. »« Que signifie ?» s'écria Quimper qui se dirigea vers Mrs. McGillicuddy. Déjà, Miss Marple s'interposait entre eux. « Il n'y a qu'une signification. Cette dame vous a reconnu et elle en fera serment devant le juge. Il est plutôt rare, ajouta-t-elle rapidement, qu'un tiers assiste vraiment à un crime. Habituellement, les dépositions portent sur des faits accessoires que l'accusation lie les uns aux autres. Dans votre cas, aucun doute. Des yeux ont vu. » Cramoisi, Quimper ne put que hurler. « Vieille toquée !» Il se disposait à se jeter sur la vieille demoiselle, mais Cédric le saisit par les épaules. « Ainsi, c'est vous l'infernal assassin !» dit-il en le secouant sans ménagement. « À vrai dire, je n'avais jamais éprouvé une grande sympathie à votre égard, mais du diable si pareil soupçon me serait venu, et... » Un léger bruit l'interrompit. Cradock et Bacon faisaient leur entrée. « Docteur Quimper, » dit gravement Bacon, « je dois vous avertir qu'à partir de ce moment... »« Qu'ai-je à faire de votre avertissement ?» rugit l'interpellé. « Pensez-vous vraiment que quelqu'un puisse donner créance aux élucubrations de ces 2 folles ? Qui croirait à cette histoire idiote de trains parallèles ?» Ce fut Miss Marple qui répondit. « Elspeth McGillicuddy a pris soin d'aviser la police dès le 20 décembre et elle a donné tous les détails voulus sur l'assassin. » Reprenant son souffle, Quimper essayait de se ressaisir. « Et pourquoi aurais-je éprouvé le besoin de tuer une femme totalement inconnue ?»« Il ne s'agissait pas d'une inconnue, » répondit Cradock. « Elle était votre femme. » Chapitre 27. « Comme je l'avais prévu, » dit calmement Miss Marple, « il s'est agi du plus habile des crimes auxquels peuvent avoir recours les hommes qui veulent se débarrasser de leurs femmes. » Étonnée, Mrs. McGillicuddy regarda tour à tour son ami et l'inspecteur Cradock. « Peut-être daignerez-vous me mettre enfin au courant, » dit-elle. Miss Marple s'empressa de lui donner satisfaction. Quimper entrevoyait la possibilité d'épouser une riche héritière, en l'occurrence Emma Krakenthorpe. Un écueil, toutefois. Il était déjà marié. Certes, les 2 époux vivaient séparément, mais la femme refusait le divorce. Ce qui confirme les informations obtenues par l'inspecteur Cradock sur Anna Stravinska. Elle avait un mari de nationalité britannique et était catholique pratiquante. Ne voulant pas prendre le risque de devenir bigame, le docteur ne vit qu'une issue, se débarrasser de sa conjointe. Le plan
consistant à la tuer dans un train, puis à cacher son cadavre dans le sarcophage du vieux musée, était magistral. Encore plus subtile fut la tactique mise en œuvre par le coupable pour lier le crime aux dimensions de la famille Krakentorp. Peu avant le dénouement, dans le train, il adressa à Emma une lettre écrite soi-disant par cette Martine, qu'Edmond devait épouser. Projet dont il avait avisé sa sœur quelques jours avant sa mort. « Comment Quimper pouvait-il le savoir ?» dit Mrs. McGillicuddy. Emma, le tenant pour un ami, lui faisait bien des confidences et lui avait certainement parlé de son frère défunt, de sorte qu'au cours de l'enquête, il lui conseilla de révéler ses faits à l'inspecteur, afin que Martine pût passer pour la victime. Il commençait à s'inquiéter, sachant que la police française recherchait la danseuse Anna Stravinsky, sa femme. Si inquiet qu'il s'arrangea à faire envoyer, de la Jamaïque, une carte à une de ses collègues de ballet, supposée signée par elle. Obtenir d'Anna un rendez-vous à Londres lui fut chose facile, le prétexte étant une réconciliation. Nous ne parlerons pas du drame qui s'ensuivit, le sujet est trop déplaisant. Mais ce crime seul ne suffisait pas. Cupide sous les apparences d'une bonhomie désintéressée, Quimper convoitait, sinon la totalité, du moins la plus grande partie de la fortune des Krakentorp. Il lui fallait donc s'attaquer aux ayants droit, sous le couvert d'une savante mise en scène. Premier stade, le docteur s'employa à propager le bruit qu'une certaine personne s'efforçait d'empoisonner lentement le chef de famille. Deuxième stade, il appliqua discrètement son traitement tout spécial à tous les membres de la famille, tout en prenant soin de ne pas exagérer la dose. Son but n'était-il pas de créer d'abord une atmosphère de suspicion et de dérouter la police, quitte à récidiver ? D'autre part, il ne désirait pas la mort de Luther Krakentorp avant son mariage avec Emma. Mais, interrompit Cradock, Quimper n'était pas à Rutherford Hall quand le curry fut préparé. Il n'y avait aucun poison dans le curry quand Lucie déposa le plat sur la table. Ce n'est que plus tard, après les symptômes d'empoisonnement, que le docteur ajouta la drogue dans les restes, plus exactement après les avoir emportés, pour les analyser, disait-il. À vous croire, donc, le curry absorbé par les membres de la famille était intact. Dans ces conditions, comment expliquer la gravité de leur état ? Objecta l'inspecteur. Vous oubliez la carafe de cocktail que Quimper a prise des mains même de Lucie avant le repas, et dans lequel il a jeté l'arsenic. Le curry n'a servi qu'à détourner les soupçons. La suite s'explique aisément. Compte tenu de la confiance qu'inspirait le médecin de la famille et de ses nombreuses visites, la préparation de l'empoisonnement d'Alfred n'a été qu'un jeu, et aucune difficulté réelle pour faire discrètement parvenir à Harold les fameux comprimés, après avoir pris soin, la veille, de déclarer lui-même à sa victime qu'elle n'avait plus besoin de médicaments. Ainsi, le tout a été conçu et mis à exécution avec une ruse et un sang-froid dignes des plus célèbres assassins. « D'accord avec vous, » acquiesça Cradock. Miss Marple réfléchit pendant un instant. « Voyez-vous, » reprit-elle, « je m'étais rendu compte que, même vue de dos, une personne présente certaines caractéristiques. Et c'est pourquoi j'ai voulu que, dès l'entrée d'Elspeth dans la bibliothèque, et sans qu'elle soit prévenue de quoi que ce soit, le docteur s'offrit à son regard dans une position similaire à celle qui, dans le train, avait forcé l'attention de mon ami, c'est-à-dire tournant le dos et penché sur une femme dont il paraissait serrer la gorge. Dois-je préciser que Lucie m'a aidé à la mise au point de mon plan ? Tournés vers la jeune femme, Cradock et Bacon se disposaient à la féliciter quand Mrs. McGillicuddy crut devoir intervenir. « Il me faut avouer que, sous le coup de la surprise, je me suis écrié « c'est lui », sans me rappeler que, dans le train du crime, seul son dos s'était offert à ma vue, donc que je n'avais jamais vu son visage. « J'avais une telle peur de vous l'entendre dire, » convint Miss Marple. « Tout aurait été compromis, car il fallait convaincre l'homme que vous l'aviez reconnu. Aussi, de gré ou de force, vous aurais-je empêché de parler. » Cradock rit franchement.
Vous deux, quel tandem! Mais que va-t-il arriver maintenant? D'abord, Miss Krakenthorpe. Oh, elle oubliera le docteur, et espérons qu'un prétendant de tout repos surgira dans sa vie. En sera-t-il de même pour Lucy Hayles Barrow? Pourquoi pas? Je me demande quel pourrait être son choix. Miss Marple cligna de l'œil. N'avez-vous vraiment aucune idée à ce sujet? Non, je l'avoue, mais vous me paraissez soupçonner quelque chose. Oui, répondit la vieille demoiselle dans un sourire, et je suis presque certaine de ne pas me tromper. Fin. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. À bientôt pour un nouveau roman. Si vous avez apprécié, merci de liker, mettre un commentaire et partager.